Salut, c'est Pierre Amiche. Cette semaine, c'est un garçon qui a des tas de choses à dire. Benjamin Fall est l'invité de Rugby Brut. On aurait pu faire 3 épisodes parce que franchement, tout est passionnant. Les blessures qui l'ont freiné, les médias qui l'ont caricaturé, le transfert record au Racing qu'on fait dire des horreurs à des cons. Aucun sujet n'est tabou dans cet épisode. Et mieux, tout ça, il en a fait une force, un moteur. Désormais coach sportif et prépa physique. D'ailleurs, je vous mets le lien de son site en description si vous avez envie de vous faire une caisse. Il a accepté de revenir sur tous les épisodes qui ont marqué sa carrière. De son enfance à la fin de sa carrière, c'est Benjamin Fall. L'enfer, c'est les autres. Et pour ce nouvel épisode de Rugby Brut, j'ai le plaisir et même l'honneur d'être avec Benjamin Fall. Salut Benjamin. Salut. Bon, on va balayer ta carrière, ton enfance, ta vie. On va essayer de faire ça de manière condensée. Mais c'est un exercice que tu as déjà fait, de te replonger comme ça en détail dans ton parcours? Écoute, je l'ai fait quand j'ai annoncé ma fin de carrière et j'ai pour projet d'écrire un livre sur ma carrière. Donc, on l'a fait, mais peut-être pas aussi en profondeur qu'on le fera peut-être ce soir. On va voir si je suis bon. Si je suis bon, normalement, on va aborder les trucs que tu n'as jamais dit. Et puis si je suis pas bon, bah, on n'ira pas plus loin que dans les interviews que tu as données par le passé. En Ça gros, ça marche, t'appartient. On va voir si je me mets ça au niveau. marche. Tu vois, ça le, On va le point de voir, on va départ. voir si tu as été bon. On va voir si tu as Ouais. été bon. Ah, putain, pression, je suis pas bien. C'est toi qui as l'impression. Moi, j'ai pas l'impression. A priori, ça va, tu sais de quoi on va parler. On va faire un saut dans le temps, on va repartir en 1989. Tu vois le jour à Langon, à 45 minutes de Bordeaux. Euh, Comme beaucoup de sportifs de haut niveau, tu as une enfance qui ressemble un peu à celle d'un hyperactif. Tu touches un peu à tout au niveau des sports et tu arrives sur le rugby un peu sur le tard. Si je dis pas de bêtises, c'est Lionel Lacasse qui arrive à te convaincre. Mais comment ça se passe et pourquoi tu te lances dans le rugby? Je crois que tu as 16 ans quand tu démarres. Ouais. Ça paraît fou, mais c'est très tardif. Et qu'est-ce qui fait que tu te lances et qu'est-ce qui fait que tu restes? Écoute, comme tu l'as dit, j'étais un hyperactif depuis tout petit. Ma mère l'a bien vu et mon père aussi. Donc, ils m'ont vite inscrit à l'athlétisme dès que j'ai pu intégrer les catégories jeunes. Donc, j'en ai fait de 5 ou 6 ans jusqu'à 12 ans. Donc là, ben, écoute, à l'athlète, t'apprends à courir, à te placer, à être coordonné, à te surpasser aussi. À l'époque, on devait faire un lancer, un saut et une course. Donc moi, j'étais plus sprinter, profil sprinter, donc je me suis orienté vite sur des courses courtes plutôt que de l'endurance. Et écoute, à la suite de ça, pardon, j'ai le meilleur ami de mon père, Brice Fumé, qui s'occupait de la section sportive au collège, qui animait la section golf. C'était soit golf, soit aviron. Écoute, j'avais la chance d'habiter juste derrière un golf, pas très très loin, à Biojac, le golf de Saint-Pardon de Conques, pour ceux qui connaissent, le golf des Graves et du Sauternay. Et écoute, j'ai fait quelques essais de golf et écoute, les essais se sont avérés plutôt positifs. Et le pro de là-bas m'avait dit, écoute, essaie de continuer un petit peu. Donc, je continue en parallèle. Championnat UNSS, voilà, toujours en train de faire de la clé. Et ensuite, écoute, l'été, vu que j'étais insupportable à la maison, ma mère m'a inscrit m'a inscrit à la natation les 2 mois de vacances. Comme ça, je passais mes journées à la piscine avec les copains. Et puis, on avait 2 entraînements de natation. Moi, j'en faisais qu'un sur les deux, celui du soir. Comme ça me mettait bien KO. Et écoute, c'est à l'âge de 16 ans que Lionel Lacasse, comme tu l'as dit, qui avait son fils et ses filles qui étaient au club de natation, qui m'a dit, franchement, vu les qualités athlétiques que tu as, tu devrais venir faire un essai au rugby, voir si ça te plaît, tout ça. Problème, c'est que moi, je voulais faire du basket pour ressembler à mon père qui avait fait une carrière au CSP Limoges pendant les grandes époques. Et écoute, j'ai fait 3, 4 entraînements. Écoute, ça m'a plu direct. Il a fallu faire un gros, gros travail au corps auprès de mes parents pour pouvoir me laisser partir pour faire du rugby parce que ma mère avait un peu cette image. Ouais, c'est des bourrins, tu vas te casser, nanani, nanana. Mais à la base, moi, je voulais faire du foot depuis tout petit. Et écoute, je suis arrivé au rugby et comme ça. Et écoute, derrière, j'ai fait ma première saison avec les cadets à la mercerie à Langon. Derrière, j'ai
J'ai intégré le pôle Espoir à Talence, après l'équipe de France moins 18, pôle France à Marcoussis, et puis voilà, écoute, derrière, j'ai signé à Bègles, j'ai commencé à faire mes premiers matchs pro, et puis après, ma carrière a vraiment démarré à l'Aviron Bayonnais. Sur cette première saison pro que tu vas découvrir à 18 ans, c'est la Pro D2. C'est un championnat qui est Ouais, redoutable parce qu'il y a des futurs monstres hein, comme Toulon, le Racing, Lyon, La ouais. Rochelle. Tu as des anciennes gloires, Agen, Narbonne. Et puis tu surtout, c'est pas vraiment un championnat de jeunes à cette époque-là. Ça ressemble à quoi les déplacements quand tu as 18 piges et que tu vas jouer à Toulon ou à La Rochelle? Ben, c'est super parce que t'es jeune, t'es qu'avec des papas, tu te dois vite de te mettre à la page, sachant que tu as démarré le rugby il y a 2 ans. Tu dois magasiner un maximum d'informations. Tu te dois d'être mature aussi et puis de regarder, d'écouter et de faire le choix de comment dire des infos que tu vas pouvoir analyser et traiter et surtout écouter le coach ce qu'il te demande quoi parce que t'es novice, tu viens d'arriver là, les déplacements ben écoute c'est en bus, tu joues dans des stades pleins, tout le monde est là, te demande des autographes alors que tu sais même pas pourquoi t'es limite là, donc ça fait bizarre au début, tu vois. Et je me souviens à cette époque-là, on jouait vraiment voilà pour l'équipe première. En gros, tu réussissais ton début de carrière quand tu commençais à jouer pour la première et dans ces âges-là, quand on était jeune au centre de formation ou même avec mes potes David Darquier, Romu Lauré, Max Machno et tout ça, nous, notre rêve, c'était de vraiment honorer cette équipe première et de jouer pour l'équipe première. Et là, tu commençais à avoir un statut auprès de tes camarades et de tes coéquipiers. Les voyages forment la jeunesse, tu en as fait quelques-uns quand même avec Bordeaux à cette époque-là, enfin Bègle. En Ouais, fin de saison, nouveau voyage, tu vas disputer la Coupe du Monde des moins de 20 ans à la fin de cette ouais, année-là. ouais. Et dès les phases de poule, dans ce qui ressemble étrangement à une finale, tu croises la route d'une équipe du Pays de Galles totalement dingue. Parmi les joueurs, Sam Warburton, Leigh Halfpenny, Jonathan Davis, Dan Bigard, Rhys Webb. Et là, c'est la douche froide pour l'équipe de France. C'est une défaite en phase de poule. Mais cette rencontre, elle est surtout marquée par un truc, je ne sais pas si tu te souviens, la bagarre la plus étrange du monde quand même. Je sais de quoi t'allais parler. Non, non, ouais, je pense, tous les mecs de notre génération, nous, on était surclassés avec Guillaume Lamy, Wan Loré, et j'en oublie d'autres. Mais franchement, on avait une génération, on était soudés, on jouait les uns pour les autres. On avait vraiment un groupe où voilà, on aurait pu aller à la guerre, tous mourir ensemble. On aurait été trop fiers de mourir pour ce groupe. Et c'est vrai qu'on avait une génération, franchement, je pense, quand tu regardes sur le papier avec les Ouais, mecs c'est qui ont dingue. joué en top 14, il y avait Bastaro, Yann David, Julien Dumora, Thierry Lacrampe, Guillaume Nami, Djibril Camara, Yohan Maestri, Nicolas Niesi, enfin, tous les mecs ont joué dans les plus grands clubs en France et en top 14 au Pro D2. Et à ce moment-là, ben, écoute, on sortait d'une situation aussi qui était un peu compliquée. Euh, on n'avait pas perfait comme on le devait, mais il y avait eu énormément de turnover de mémoire. On avait eu pas mal de casses. Et écoute, à la Coupe du Monde, on était au complet et on avait une poule plutôt abordable pour pouvoir sortir des poules et potentiellement être champion du monde. Tout le monde nous voyait. Et écoute, ce match-là, franchement, je pense que tu en reparles auprès de tous les mecs qui ont joué et qui étaient là sur cette Coupe du Monde. Ben, on n'a jamais vu un sentiment d'injustice comme ça. Il y a eu un arbitrage maison des plus incroyables. Ça se joue à Swansea, je Alors, crois. ouais, à Swansea, au stade des Ospreys, C'est ça. on domine toute la partie. C'est un truc de fou. Et les 10 15 dernières minutes, l'arbitre, franchement, avec tout le respect que j'ai pour l'arbitrage, j'ai jamais eu de propos négatifs à ce propos. Mais là, on a eu clairement changement de comportement et de vision de l'arbitre et du coup, ben, c'est ce qui nous coûte le match. Donc voilà. Et écoute, je me souviens que le Chris Webb toute la partie faisait que chambrer, était hyper agressif et tout. Et je crois de mémoire que c'est Jérémy Braille qui s'est occupé de son cas à la fin. Et là, on a assisté à quelque chose, ben, voilà, qu'on n'aime pas voir,
mais c'était vraiment de la frustration qui était mal gérée de la part du groupe. Moi, je me souviens, j'étais tellement dégoûté et je me suis dit, là, ça y est, la Coupe du Monde, elle est finie. On pouvait être champion du monde. Parti dans le vestiaire directement et j'étais avec Yann David à ce moment-là et on voit les mecs commencer à arriver avec les t-shirts déchirés, les chaussures en moins, le mec il s'est mis et tout. On s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Et après écoute, on a vu la vidéo, franchement c'était un carnage donc ouais on avait un peu craqué notre slip ce jour-là comme on dit. Et écoute, on dormait dans le même hôtel que les Gallois en plus de ça à cette époque-là. Et si tu veux, je me souviens que la police galloise avait escorté les Gallois hors de l'hôtel pour qu'ils aillent dormir ailleurs parce ils craignaient pour eux. Et même eux, après avoir parlé avec Liège Penny à la fin du match, ils nous disaient, franchement, c'est un scandale. L'arbitre, ce qu'il a fait, c'est moche, quoi. Mais bon, c'est comme ça fait partie des injustices du sport qu'il y a. Et voilà, on a réussi à digérer. On a fini notre Coupe du Monde tant bien que mal. Et on gagne contre l'Argentine dans la douleur. Et le dernier match, ben, on se fait atomiser contre les Australiens qui avaient une grosse génération aussi à cette époque-là avec Koit Ruppel, Pocock, Nemanja Nadolo, tout ça. Mais ça te forge un caractère de perdre des matchs comme ça. Et on avait vraiment un groupe solide. Et franchement, de cette époque-là, j'en garde un super souvenir. On est donc en 2008-2009, tu vas t'engager à Bayonne. Tu as 19 ans à ce moment-là. Autour de toi, tu as des joueurs d'expérience, Denis Avril, Manny Edmonds, Pepito et Lorga. Encore une fois, tu es un petit jeune dans une équipe de papa. Comment ça se passe l'intégration en top 14? Est-ce que ils sont ouverts, sympas, ou faut gagner ta place, c'est un peu dur? Faut gagner sa place, hein, comme je dis à tous les jeunes qui démarrent et que j'ai la chance de croiser maintenant, que je suis un vieux et que je suis sorti du circuit. À l'époque, on nous faisait encore moins de cadeaux que maintenant. Maintenant, c'est vrai que les managers et les anciens assurent cette continuité, intègrent vite les jeunes et leur donnent le respect. Nous, à l'époque, on devait gagner notre respect par les performances, par le terrain. Richard Dourte me recrute avec Francis Arigotti. Mais à cette époque-là, moi, je capte rien, si tu veux. C'est mon agent qui drive les rendez-vous. Je sais que voilà, Laurent Marty voulait me garder et on n'a jamais pu avoir de discussion, tu vois, par rapport à ça. C'est vrai que ça s'est fait hyper rapidement et je pense que si voilà, j'avais eu cette maturité d'appeler Laurent pour lui expliquer un peu la chose et tout, je pense que ça se serait passé différemment et peut-être que je serais resté à Bordeaux et peut-être que j'aurais pas explosé comme je l'ai explosé ou etc., etc. Mais à cette époque-là, c'était cette opportunité qui se présentait. J'avais le Stade Toulousain qui était sur moi, qui me voulait absolument. Et Jean-Michel Roncoul, Kino Vess à cette époque-là qui me faisait les yeux doux. Le Stade Français aussi, avec Maguazini, Clermont. J'avais un peu tous les clubs qui s'étaient positionnés, mais moi j'avais raisonné euh, par rapport au fait que j'allais récupérer du temps de jeu. Et c'était bien de s'entraîner avec les meilleurs. J'étais tenté de partir à Toulouse, mais c'est vrai que Max Médard, Vincent Clerc, Cédric Emmens, à cette époque-là, étaient numéro un, ils marchaient sur l'eau. Euh, En top 14 et en équipe de France, je me suis dit, si je veux quand même faire mes classes et acquérir un bon niveau, il faut que je passe par une étape, celle de Bayonne. Euh, les débuts, ouais, ça changeait, hein, forcément. Une vraie préparation physique, ton corps change, t'es avec des mecs qui sont expérimentés, qui sont pas tendres avec toi à l'entraînement, mais voilà, ça forge. Et petit à petit, ben, écoute, tu fais tes matchs, tu fais tes entraînements, t'évolues. T'as Richard Dourte qui est omniprésent avec toi, Jean-Philippe Coyola aussi qui te donne des conseils, qui veut que ton bien et puis qui te laisse ta chance. Quelquefois, et il faut savoir laisser dire, et puis voilà, tu fais ton trou comme ça et tu t'accroches au travail. Voilà, beaucoup de Ça a, travail. ça a été le cas à Perpignan, quatrième journée, tu marques un essai de 70 mètres. J'imagine que pour gagner le respect des coéquipiers, ça aide.
Ouais, écoute, c'est sûr que ça a été un premier coup d'éclat qui a fait que ben, ça propulse une carrière et voilà, t'installes un peu ton statut. Mais à cette époque-là, moi, je suis loin de me dire, voilà, je, je suis arrivé, Oui, oui, c'est bon, j'ai c'est que fait le ce qu'il y avait début. à faire et tout. C'est que le début. Voilà, moi, j'ai toujours eu ce mindset d'aller chercher le joueur et cette culture de la gagne, en toute humilité toujours, bien sûr, mais tout ça passe par beaucoup de travail et beaucoup de respect. Cette saison bayonnaise, l'acte 1 de ta carrière sur la côte basque, se termine à une septième place, mais c'est une septième place douce amère parce qu'en fait, il se passe un truc de fou. À la dernière journée, Brive arrache le match nul à la 78e minute sur un drop de Andy Good. Et ça vous fait sauter de la Coupe d'Europe. En gros, vous allez louper à l'époque, je crois que c'est la H-Cup, pour disputer la petite Coupe d'Europe. Cette saison, elle est paradoxalement à la fois réussie et en même temps, c'est un peu un crève-cœur quoi, à la fin. Comment tu la situes? Ouais, une saison mal négociée, on va dire, parce que nous aussi, on a notre destin à cette époque-là entre les mains où on décide d'aller en touche sur, je crois, quand je joue Toulouse, le dernier match, ou un truc comme ça, je sais plus. Je crois que vous Euh, perdez 6-12 contre Toulouse à la ouais, à la, JV5. Ouais, ouais, c'est à ça, la à la maison, maison. ou je sais plus Ouais, c'est ça. quoi, un truc comme ça. Et je me souviens de cette action où tout le monde se regarde en panique. Et, on décide d'aller en touche, alors que si on prend les points, on se met bien et on peut faire la H-Cup. Mhm. Et quand tu vois la continuité du club jusqu'à maintenant, ce que c'est, je pense que ça aurait pu être un déclic parce que là, tu bascules en H-Cup. Derrière, tu n'as plus de dette, tu peux plus recruter, tu peux peut-être garder tes joueurs majeurs, tu peux prendre de la confiance, avoir de la visibilité. Enfin voilà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on sait ce qui se passe la saison d'après, tu te dis, on était à une demi-marche de pouvoir potentiellement Faire des passer bons un trucs. H-Cup et jouer les barrages. Et derrière, voilà, tu te contentes de ces places un peu ventre mou pendant les 10 prochaines années, quoi. Ça se joue à 6 points Donc, sur une saison, tu te rends compte? Le goal ouais, average, ouais, ils sont à 0, vous êtes à -6. Ça se joue à 6 points sur la saison. Ça voilà. paraît fou. Je crois que Voilà, c'est le plus critique, là. deux pénalités et sur la saison, ou peut-être, voilà, mais bon. Comme quoi, encore une fois, c'est un marathon. Ce championnat est une folie et c'est de plus en plus une folie à l'heure actuelle. C'est un marathon et c'est à celui qui lâche le moins pendant les différents kilomètres et les différents matchs que voilà, tu te dis, putain, si on avait fait ci, si on avait fait ça telle journée, ben, c'est sûr que ça change le destin d'un groupe et d'un club. On arrive gentiment sur l'année 2009-2010. Si je te dis 21 novembre 2009, tu sais ce que c'est? Première sélection en équipe de France, France-Samoa. Tout à fait. 5 ans Euh, seulement après ton premier match de rugby. T'es en équipe ouais. de France. Tu réalises ce qui se passe parce que j'ai l'impression que ça paraît tout naturel quand on le raconte comme ça, mais enfin, moi, je peux me mettre dans à peu près n'importe quelle activité. Je sais que dans 5 ans, je serai toujours nul, quoi, tu vois. Là, en 5 ans, ça va tellement vite. Ah, écoute, ça va vite. Ouais, c'est sûr qu'après, tu retraces le truc, tu te dis, c'est faux, mais bon. À cette époque-là, je pense que je suis pas en capacité de penser à tout ça. Je suis tellement focus et dans ma Ouais, t'es bulle dans le que, truc. que tu profites des instants, on te dit, bah, tu fais ci, tu fais ça, bah, tu t'exécutes et voilà. Et tu vois, c'est peut-être cette insouciance-là qui, l'année d'après, quand on parlera du chapitre Racing, où là, ça a été un déclic, ben, tu réfléchis plus à certaines choses. Là, cette première sélection, écoute, que du bonheur. Tu te dis, l'équipe de France, c'est la consécration de tout le travail que tu as mis en amont pour représenter ton pays. C'est des mecs que je regardais à la télé 5 ans avant au tournoi Destination. Max Médard, Thierry Dussautoir, Cédric Emmars, Chabal, Nalé, Harry Nordoki, tous ces mecs-là, je jouais contre eux, mais je les voyais à la télé 3 ans avant. Et là, de te dire ben, que voilà, tu joues avec eux, tu vas jouer avec eux et représenter la nation et dans des stades encore plus pleins que ceux que tu joues, dans lesquels tu joues à l'heure actuelle, ben, tu te dis, c'est incroyable. Cette première sélection, elle va être réussie. Tu marques un essai, victoire de l'équipe de France.
Et assez rapidement, il y a la chose médiatique qui s'empare de toi. Pour ta première en bleu, le Figaro titre Graine de star. On parle de tes qualités immenses, de ta puissance, ta vitesse, ton efficacité. C'est un piège d'être monté aussi haut et aussi vite par la presse alors que tu sors juste de l'adolescence en vrai. Ouais, ouais, t'es novice, tout ça, t'es encensé, mais c'est là où tu sais que la pression médiatique commence à impacter sur ton mental, sur tes performances et va te faire comment dire, des contre-performances parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'attentes Tu le et ressens? que, pas à ce moment-là, mais dès l'année d'après, ça se fait ressentir forcément. T'as plus d'attentes, t'es le plus gros transfert du rugby français, t'es en équipe de France, t'es le petit jeune. On attend que tu révolutionnes un peu le jeu de l'équipe de France. Voilà, t'es pas prêt à tout ça et on te prend un peu de cours et il y a personne qui te prépare à ça. Moi, mon père m'a pas préparé à ça. On n'a jamais été trop proche par rapport à ça. Ma mère, elle était occupée. Mes sœurs, chacun avait ses ses occupations, pardon. Ton agent, il est là, bon, il sort sur la vague, hein, Hmm. forcément, mais t'as personne pour te briefer sur, voilà, là t'es encensé, mais demain, les mecs, ils vont te défoncer, quoi. C'est sûr que là, tu te sens très entouré parce que c'est comme un peu des courtisans, entre guillemets. Ouais, Tu peux vite te retrouver très c'est seul sûr. dès que le vent tourne. Pour toi, le vent va pas tourner tout de suite, hein, je te rassure, puisque la suite en bleu, elle est plutôt belle. Tu vas Ouais. enchaîner après la tournée de novembre avec le tournoi 2010, tu es titulaire face à l'Écosse. Et là encore, tu es frappé par une blessure, comme pour la tournée de novembre où tu n'avais pas pu jouer face aux Blacks, mais on va y revenir, les Blacks, parce que c'est un moment important. Mm. Euh, Tu dois déclarer forfait pour la suite du tournoi. Les Bleus, tes Bleus vont faire le Grand Chelem. Comment tu le perçois, ce Grand Chelem? Est-ce que tu as le sentiment d'y avoir pleinement participé ou comme certains joueurs qui sont champions sans avoir joué la finale, tu te dis, non, en fait, ce tournoi, j'y ai participé, mais il n'est pas à moi. Si, t'as ce sentiment d'appartenance au minimum, parce que t'as joué. Après, malheureusement, on est dans un sport de contact où ben, la blessure fait partie de ton quotidien. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui le négligent et qui comprennent pas ça parce qu'ils ont jamais joué au rugby de leur vie et qu'eux, ils regardent que les papiers journaux et que, alors qu'on s'entraîne tous les jours, on pousse la machine sans cesse. Avec tout le respect que j'ai pour eux, ils sont jamais montés dans ces intensités-là et ils peuvent pas comprendre. Voilà, c'est comme ça. Nous, on est des athlètes de haut niveau, on s'entraîne dur, il y a de la concurrence, on est compétiteurs, on repousse sans cesse nos limites et la blessure fait partie, voilà, de notre quotidien. Donc, on rejoue pas que les matchs, hein, la semaine. On Oui, joue bien sûr. on s'entraîne, on se rentre dans la gueule, on On fait pas pousse que des de la barres. vidéo. Non, non, sentiment d'appartenance, c'est sûr que t'as toujours envie de faire plus de matchs. Mais, bah, écoute, on a rien, c'est comme ça. Après, il y a des choix qui se font aussi, quand le coach il fait jouer certains mecs, pas de certains mecs. Il faut l'accepter, c'est une équipe. Et puis, à partir du moment où t'es dans le groupe, que tu participes, de près ou de loin, t'as un rôle. Chaque mec, il a un rôle, même s'il est pas sur la feuille, ils ont un Bien sûr. rôle en dehors, tu vois. Ça, c'est des aspects aussi de management que les gens négligent. Et si t'as pas quelqu'un qui te l'apprend ou qui t'ouvre les yeux sur ces aspects-là, lui, il voit que la performance, le nombre de matchs. Ah, lui, il était sur le terrain, donc il est champion. L'autre, il est pas champion. Sauf que, il faut l'autre, il s'est tapé toute la saison et, au final, il est juste un peu juste, il laisse juste sa place pour que un mec à 100% puisse le jouer et voilà. Et puis même, il y a l'importance aussi de l'émulation, le fait que tu as besoin d'avoir des gars qui te poussent, même s'ils ne jouent pas à l'entraînement, la concurrence, les gens qui arrivent tous les jours avec le sourire à l'entraînement sans être titulaire. C'est Ouais, capital dans ce voilà, groupe, hein, évidemment. Et tu n'étais pas du tout dans cette situation-là. C'est juste pour poursuivre la conversation autour de... Le fait de jouer n'est qu'un reflet de ton importance dans le groupe. Et il peut y tout à avoir des fait. tas de façons de prendre de l'importance dans une Et équipe. puis, et puis tu peux être le meilleur, mais ton coach peut ne pas te saquer et ne pas te faire jouer. Et ta carrière aussi, elle peut ne pas décoller parce que ce Bien sûr. coach-là ne t'aime pas et que alors que tu été meilleur que le mec qui est sur le terrain.
Ouais, moi, c'est pas ce qui m'est arrivé, hein. Je te cache pas que moi, si j'ai pas eu une carrière, ça n'a rien à voir avec les choix du coach, c'est que j'étais très nul. Donc, c'est que j'étais pas assez bon, clairement. Et puis fragile et aucun mental. Bon, bref. La saison en club de cette année-là est collectivement moins réussie que la saison précédente. C'est même, il faut le dire, une belle galère, hein. Et pourtant, ça se passe très bien pour toi. 14 matchs, 7 essais. C'est que le moment où un monstre du championnat va frapper à ta porte, le Racing, qui va faire une offre pour racheter ton contrat. Tu l'as évoqué, on parle d'une somme énorme pour l'époque, 500 000 euros, qui fait de toi le joueur, le transfert le plus onéreux de l'histoire. Euh, T'es tout jeune, t'as un statut d'international, mais t'es pas non plus à 90 Je fais sélections. pas partie, ouais, je fais pas partie Ça, des meubles. ça te fout la pression, ce transfert-là? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, ou c'est plutôt quelque chose que tu vas subir parce qu'on va te le mettre dans la gueule, en fait? On va dire, ah ben, au prix où tu as coûté, un peu, entre guillemets, Moi, on je, attend pas des choses, quoi. moi, je le subis parce que l'année où je deviens international, je re-signe 3 ou 4 ans à Montpellier. Ah, À Bayern. pas Montpellier, à Bayonne. Je donne ma pleine confiance au club et à Francis et Alain Felou pour leur avoir envie de m'installer à Bayonne. Je suis bien, j'ai mon train-train, il y a tout ce qu'il me faut. Voilà. Tous les voyants sont au vert, sauf qu'on fait cette saison catastrophique, alors que c'est une saison où moi je perds plutôt bien individuellement, mais voilà, t'es lancé, t'as envie de de suivre ta progression. Et là, jusqu'à la fin de la dernière journée, même à mi-saison, t'es dernier, t'es dans les derniers, tu joues la relégation, t'as un choix à faire, on vient te toquer à ta porte, t'as tous les clubs de top 14 qui te veulent, mais au final, on te dit, ben, t'as re-signé, on va devoir racheter tes années de contrat, et il y a qu'un club qui peut le faire, c'est le Racing. Et à cette époque-là, Jackie Lorenzetti a les moyens de le faire et veut créer une équipe de Galactique avec toutes les stars et tous les mecs qui commencent à performer. Et du coup, ben, on discute avec mon agent, on fait le bilan au mois de décembre et on se dit, bon, là, t'es en équipe de France, et on joue la relégation et je crois que j'avais pas de clause de descente à cette époque-là dans mon contrat. En gros, si le Racing rachète Euh, ton contrat, tu peux te retrouver en Pro D2 la saison suivante. exactement. Du Ce qui est coup, un problème. ben, on fait, Ce qui est un ouais, problème quand tu joues à ton équipe de exactement, France. t'as pas signé pour ça, tu vois. Du coup, ben, on fait le choix voilà, de prendre cette décision de signer au Racing parce que c'est un club avec des ambitions, avec beaucoup de monde, du beau monde, et que sur les 4 années qui arrivent, on est peut-être potentiellement champion. Avec le projet de l'Arena, de Jackie, la solidité, voilà, du club. Bonne perspective, la montée de la Pro D2 en top 14, le fait que François Stein soit là, Sébastien Chalabal, Mallet, Lionel Mallet. T'es recruté en Nicolas même temps Durand. qu'un certain Rod Martin Hernandez. Voilà, C'est aussi, tu pas vois, mal tu te dis, aussi. c'est Bon pas petit trop joueur. dégueu. Non, c'est sûr, et puis c'est comme ça, c'est un choix que tu subis un peu, on te met un peu le couteau sous la gorge, et puis il n'y a pas une semaine où on parle pas de ce putain de transfert. Dans les journaux, que tu sois sur le terrain, pas dans le terrain, que tu ailles faire tes courses, pas tes courses, que tu partes en vacances ou que tu sois chez toi, il n'y a pas un moment où tu es tranquille. Euh, donc voilà. Et encore une fois, c'est à moindre échelle. On n'est pas dans le foot, on est au rugby, mais c'est sûr que pour l'époque, c'est un montant faramineux, ça s'est jamais fait. Et que là, je pense qu'il y a aussi les puristes du rugby qui se disent, attends, là, on est un peu en train de basculer dans un système comme au foot. Et c'est lui, le petit jeune, là, qui va nous foutre le bordel. Ça fait 3 ans qu'il joue au rugby. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai entendu des trucs dans le stade. J'ai entendu des trucs quand je faisais mes courses, c'est des trucs aberrants, tu vois. C'est des mecs, pour te dire, qui comprennent rien au système du transfert. En fait, les mecs, ils disaient, ouais, ça y est, il a touché 500 000, Ah il oui, est ok, d'accord. tranquille et Ouais. compagnie. Alors que moi, j'ai rien touché, 500 Ouais, 000 bien euros, sûr. c'est de club à club, tu vois. Donc, plein de petits trucs comme ça qui te polluent et qui te permettent pas de bien t'exprimer, d'être focus sur toi. Et tu commences à grandir, tu commences à écouter, alors que, voilà, t'as personne pour te dire, écoute pas ça et concentre-toi sur l'essentiel.
as perdu une part d'insouciance en fait avec ce Exactement. transfert-là. Il y a aussi, bon, et on l'a évoqué, hein, c'est un club immense. Chabal, Nalé, Hernandez, Stein, Van der Merwe, tu passes clairement dans une nouvelle dimension, sans faire offense à l'Aviron Bayonnais qui avait réussi des grandes choses, mais là on sent que au niveau effectif, il se passe quelque chose. En revanche, il y a un domaine dans lequel il n'y a pas match, c'est que tu passes de Jean Daugé à du Manoir. Bon, là, au niveau ambiance, faut se préparer un peu, quoi. Tu m'étonnes. Tu peux entendre des choses dans les tribunes que tu n'aurais pas entendues à Jean Daugé. Euh, Ah, c'est putain. important pour Sur... toi, le rapport au public. Ça fait plusieurs fois que tu me parles des stades pleins. Euh, Ouais, 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 tu vois, j'étais en train de courir tout à l'heure et je me disais, en fait, quand tu es joueur de rugby, tu es un intermittent du spectacle. Et quand il y a eu le Covid, où il y a eu les stades vides, ben, je pense que tu discutes avec 100% des mecs qui te diront c'était horrible. horrible, ouais. Tu joues aussi pour produire du spectacle et te faire plaisir devant des gens et voilà, te montrer. C'est sûr que t'es en exhibition à chaque match, tu te montres, tu fais des prestats, on t'adule, on te déteste, on te crache dessus, ça fait partie du job. Et tu joues aussi pour les gens qui viennent te voir, pour leur faire plaisir. Et ça, tu t'en rends compte quand tu sors du circuit. Je me Mm. souviens, j'étais voir le tournoi Destination quand l'équipe de France fait les grands chelem. Et là, tu te dis, ah putain, il y a quelques années, c'était moi qui étais au milieu là. Mais putain, c'est pas Ouais. mal, hein, en fait, quand t'es dans les tribunes, d'être adulé par tout le monde comme ça. Et tu t'en rends compte, en fait, quand tu sors du circuit. Parce que pour toi, c'est banal de jouer tous les week-ends devant 17 000 personnes où on crie ton nom, 80 000 personnes où on crie ton nom aussi. Et voilà, c'est un truc, ouais, tu changes de dimension. Pour ça, ouais, ça m'a fait bizarre hein, de passer de Yves du Manoir à Jean Daugé. Ben, c'est. Voilà, C'est un autre Jean style. Daugé, c'est un autre style. C'est exactement ça, t'as résumé la chose. C'est un autre style. Et puis, des environnements différents. Moi, je Ouais. te le dis maintenant, j'ai jamais eu l'impression de jouer dans mon stade quand j'étais à Yves du Manoir. Alors qu'à Jean Daugé, c'était mon stade. Et ça, quand t'es joueur, c'est Ça important. change tout, bien sûr, bien Ça sûr. change tout. Ça change ta motivation, ça change beaucoup de choses. Et aussi de faire 45 minutes de voiture pour aller dans un stade, alors que là, Bayonne, t'es à côté, tout est facilité. Tu perds une énergie folle. Et puis voilà, c'est comme ça. Il fait froid, alors qu'à Bayonne, il fait un peu Oui. moins froid. Enfin, Ouais, c'est c'est du changement. le contexte francilien. Je pense que si tu n'y joues pas, tu peux pas comprendre. Enfin, Hein. Ah, c'est clair. l'Île-de-France et le rugby, c'est quand même très particulier. Même le Stade français, qui pendant des années a même pas eu de terrain d'entraînement fixe. Enfin, je veux dire, Ouais, ça paraît fou d'avoir été champion de France sans avoir même de terrain d'entraînement. c'est C'est incroyable. C'est incroyable. Tu te dis, c'est fou. Mais bon, c'est comme ça. Ton Écoute. intégration au Racing, elle est bonne, mais aussi un peu freinée, parce que physiquement, bah, c'est le début d'une série noire. En quelques mois, tu vas te fracturer le nez, avoir quelques douleurs au genou, te fracturer l'apophyse, le plancher orbital. Euh, bon, là, c'est le début du tourbillon un peu et les allers-retours entre le groupe et l'infirmerie. Euh, des allers-retours qui, malheureusement pour toi, vont se terminer en septembre 2011, l'année d'après, puisqu'après 5 matchs, tu vas te faire ta première vraie grosse blessure en te faisant les croisés. Ta saison a Ouais. pas commencé, qu'elle est déjà terminée, en gros. Mentalement, comment tu fais pour rester dans le truc? Parce que tu sais on est en septembre, que la saison elle est cuite, que tu as peut-être une chance sur 50 de faire les phases finales. Comment tu fais pour rester mobilisé? Et puis tu rates la Coupe du Monde aussi, où Bien tu sûr. avais potentiellement une place à jouer. Bon. Écoute, ben là, tu comptes que sur toi et tu t'accroches au travail, tu restes patient. Il y a beaucoup de choses qui changent. Ta vie, l'environnement dans lequel tu vis, le lifestyle. Tu es à Paris, tu plus à Bayonne. Tu mets un peu plus de temps pour aller à droite à gauche. Tu as des sollicitations à droite à gauche aussi, un peu plus qu'avant. Tu es exposé médiatiquement, tu es dans un grand club. Il faut s'adapter à un nouveau coach aussi. Pierre n'a pas été tendre avec moi à cette époque, Il n'a pour pas la été faire tendre avec court. grand monde. Ouais, ouais, ouais. Et très dur avec moi.
bon, bref, ça, c'est le passé, mais ça forge un caractère aussi. Et puis tu es dans une équipe où il y a que des stars et au final, les mecs, ils jouent un peu aussi pour eux et que c'est pas trop l'aspect collectif qui domine dans cette équipe-là. Des petits pépins, ouais, à droite à gauche, comme je te disais, ça fait partie du métier. Mais bon, ça, tu maîtrises pas, hein, facture du nez, la apophyse. Je me souviens, c'est François Van der Merwe, il me file un coup de genou en plein match, alors qu'on joue dans la même équipe. Enfin, que des petites galères qui s'enchaînent et tu te dis, putain, le mec, il est mal fait, c'est pas possible. On lui a jeté un truc. Et puis, il y a un fait aussi, c'est que tu changes de préparation physique. C'est maintenant que j'ai le recul et que je suis sorti du circuit, je sais pourquoi je me blessais autant et que j'enchaînais pas, parce qu'au final, tu regardes sur toute ma carrière, j'ai pas eu de grosses blessures. Je me suis cassé 2 fois le nez et 1 fois les croisés. Et j'ai eu une compression du nerf axillaire à l'épaule. Mais ça, on y reviendra, parce que c'est déterminant dans mon nouveau métier, tout ça. Et tu te rends compte que, en fait, t'es pris en charge moyennement par rapport à ce que tu faisais avant. Alors, tu passes de faire de la vitesse à Bayonne à plus faire de vitesse, à avoir les GPS en permanence. C'est toi qui es des fliqués et on te dit si tu cours pas 5 km, tu joues pas le week-end. Enfin, tu vois, on te met la pression par rapport à ça et alors que voilà, t'étais habitué à un rythme. Là, c'est un autre rythme d'entraînement. On te met la pression pour que tu prouves à l'entraînement que t'es titulaire indiscutable, mais sauf que derrière, tu t'entraînes aussi les mercredis pour aller faire de la vitesse parce que tu sais que tu es en manque de ça avec Guillaume Tandon, l'entraîneur de Jimmy Hiko, Mm. en plus. Donc, tu as une journée de récup en moins Tu faisais par ça, rapport aux autres. tu faisais ça dans le 13e, parce que je crois que Jimmy s'entraînait dans le Ouais, 13e à l'INSEP. arrondissement. À l'INSEP, on Ah, était. d'accord, ok. En plus, oui, ce qui fait Ouais. que tu as aussi du transport, en fait. Du transport, nanani, nanana, et t'accumules de la T'accumules de la fatigue. fatigue. Et derrière, toi, tu as besoin de ça pour pouvoir être performant. Et alors qu'on te dit, non, 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 et on fait pas comme ça. Ici, c'est notre méthode et compagnie. Donc, au bout d'un moment, ouais, tu t'es pas en confiance, tu fais pas confiance aux gens et tu tombes dans un circuit où tu tombes dans le surentraînement et tu te rassures avec l'entraînement que tu fais à En plus. côté. Ouais. En plus, exactement. Et puis voilà, derrière, t'arrives pas à enchaîner plus de 5 matchs parce que tu es fatigué, parce que tu donnes tout à chaque fois et qu'on te dit de tout donner parce que aussi t'as pas le même rendement qu'à Bayonne. Tu marques pas autant d'essais, mais ça, malheureusement, t'es pas tributaire de ça parce que tu joues pas à un poste où tu marques des essais, t'es pas dans un système de jeu où tu marques, qui est enclin à marquer des essais, que les mecs aussi jouent pour leur gueule, enfin voilà, et que aussi t'as un truc, moi je l'ai ressenti comme ça, c'est que t'es propulsé dans les médias, t'as les plus gros contrats, t'as les marques de sponsors, t'es invité partout et compagnie, et t'as un petit sentiment de jalousie qui s'installe et comme on n'a pas envie que tu brilles, quoi. Donc c'est dur ce que je dis, mais c'est la vérité. Avec le Ah, mais recul ça, que j'ai, je je le vois crois. comme ça. C'est pour Donc, ça que je te dis, moi, j'ai jamais été une star pour ça. Trop peur de susciter la jalousie, tu vois. J'ai préféré rester anonyme. Je suis plus à l'aise dans ce rôle-là. N'empêche que ces 4 années au donc Racing, après, même si tu le dis très bien, hein, c'était pas celle où tu t'éclates le plus. Reste tu vas vivre quand même quelques belles épopées. 4 phases finales, demi-finale 2011 et 2014, barrage 2012 et 2013. 2011 est peut-être le plus décevant parce que vous perdez en demi-finale d'1 point face au MHR. ouais, Le reste, il y a ce barrage à Mayol aussi 2012 où vous êtes finalement pas si loin de faire ouais, douter une immense équipe de Toulon. En revanche, 2013-2014, vous êtes un peu plus loin de la vérité. ouais. Quel bilan tu fais de ces 4 années franciliennes? Est-ce que même si j'ai bien compris que tu n'étais pas très épanoui dans ton aventure. Est-ce que malgré tout, t'en gardes un souvenir positif quand même? Ouais, ouais, que du positif, bien sûr. Tu peux pas te plaindre dans la position où t'es. Et puis les 4 ans à Paris ont été super sur le plan sportif, comme dans la vie de tous les jours ou dans la construction de l'homme que tu deviens au fur et à mesure des années. Et des gens que tu côtoies dans les bureaux, d'avoir côtoyé Jackie Lorenzetti, d'avoir pu travailler en parallèle dans sa société, te feront apprendre énormément de super choses.
de côtoyer aussi ce monde de l'immobilier, du business avec le rugby. Voilà, c'est des gens que je recroise maintenant. On peut se regarder, on se raconte des anecdotes, on se raconte nos vies. Il n'y a jamais eu d'amertume pour ça. Et franchement, ça s'est toujours très bien passé. Le bilan que je peux faire de ces années, c'est euh, on a eu des résultats en dents de scie, on avait des super joueurs, on avait ce qu'il fallait pour pouvoir être champion, mais on n'a pas réussi à concrétiser dans les moments forts où on devait être bon. Voilà comment je l'analyse. Il y a eu aussi beaucoup de turnover au niveau des entraînements, des entraîneurs, pardon. Ouais, on Ça a va beaucoup l'aborder aussi à changé. Montpellier où tu as quand même été abonné à quelques, à quelques changements de staff bizarres, quoi. Ouais, On va y revenir dans ouais. quelques instants. Mais Non, écoute, après, c'est comme ça. C'est des choix qui sont faits en amont par les directions et que les joueurs sont là pour aussi s'adapter à ce qu'on leur demande. Mais ouais, ces années-là, pour moi, elles sont un peu amères parce que tu ne fais pas fructifier les 4 années pour lesquelles tu es venu, quoi. hmm. Tu dois ressortir avec un ou deux titres potentiels et tu repars avec rien, quoi. Et deux demi et deux quarts. Au final, sur le CV, ça fait rien, quoi. Ça compte pas beaucoup, non, c'est vrai. Ça compte pas beaucoup. C'est bien, mais pas top. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est clair. Tu vas C'est donc poursuivre ça. ta carrière au MHR, où tu vas passer plusieurs années, je crois 6 ans, si je dis pas de bêtises. Tu vas connaître 4 managers et 6 staffs différents. Ça paraît fou de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. Je Euh, crois au PSG, quoi. ouais, non, mais quand j'ai regardé ça, je me suis dit, non, mais attends, j'ai dû me tromper sur les lignes, là, j'ai dû faire une connerie et tout. Et puis j'ai recompté 2 fois. Non, non, c'est ça. 4 managers et 6 staffs différents. Au bout d'un moment, enfin, t'arrivais le matin, tu savais pas à qui tu parlais, quoi. Enfin, c'est pas possible. Ah, écoute, c'était le bureau des chaises musicales, là. Entre ça et C'était les pas. joueurs, il y a quand même des fois, je suis sûr, tu arrivais dans le vestiaire, tu n'étais pas sûr, quoi. Lui, il est joueur ou pas? Je sais plus là. Ah, il est là, lui, putain. Ouais, on se serait cru un peu à la NFL, tu sais, du jour au lendemain, t'es drafté, tu sais. T'es drafté, putain, il est parti, lui. Enfin, ah, putain, il y a un nouveau nom qui est apparu. Un Non, Sud-Africain, ça c'est bizarre. non, sans rire. Ouais, 6 ans où, L'instabilité ben, chronique du MHR, comment ça se vit de l'intérieur? Parce que à cette époque-là, on le dit dans un sourire, mais les changements de staff, les changements de joueurs, comment tu fais quand tu es dans le groupe pour rester, pour t'investir dans le projet, pour y croire? ah ben écoute, il faut avoir les reins solides et écoute, te dire que rien n'est acquis et qu'il faut sans cesse prouver. Il y en a qui en ont fait les frais, il y en a d'autres qui sont encore au club, il y en a d'autres qui ont fait des retours intermittents. Écoute, on s'accroche. Après, c'est les délires du président et de chaque président de chaque club. Chacun a sa patience et sa non-patience et son impatience. Écoute, mine de rien, pendant ces 6 années, j'ai vu plusieurs méthodes de management et plusieurs méthodes d'entraînement. Et écoute, Oui, c'est qui me enrichissant. servent, voilà, dans ma vie de tous les jours et dans mon nouveau métier. Et écoute, franchement, c'est plutôt intéressant. Voilà, hein, Quelle Fabien, faculté? Bien on sûr. a eu Jack Jack White. White. euh, On a eu Verne, on a eu Garbajosa, chacun avait ses spécificités. C'est formidable, Benjamin, parce que tu arrives à voir le positif partout. Et ça, je trouve que c'est vraiment une qualité Il que, faut, que il j'ai pas faut. du tout. Voilà. Donc, vraiment, je tenais à te C'est, saluer, parce que moi, je je suis suis, un aigri, tu vois. je suis un perpétuel optimiste et je pense qu'il y a des solutions à tous les problèmes. Il faut juste bien faire fonctionner son cerveau, se poser, pas réagir à chaud et puis voilà. Après, des fois, t'as pas le choix, hein. Ça arrive d'être Ouais. aigri, hein, ou d'être déçu, mais toute ma carrière, ça a été une perpétuelle remise en question et des très hauts, des très bas. Je reviens sur l'année 2011, ce dont on n'a pas Oui. parlé. Je me fais croiser, je rate la Coupe du Monde, je suis à l'hôpital, j'ai un staphylo. On m'annonce que potentiellement, je devais me faire amputer la jambe et compagnie. Voilà.
Je te cache pas que j'ai fait des allers-retours entre Paris pour me faire réopérer, On te dit oui, il est fini pour le rugby, c'est bon, ça a été un pétard mouillé. Et bien, je te dis, quand t'entends ça, ça te donne encore plus la niaque pour aller faire fermer la bouche à tous ces gens qui croient pas en toi et qui jouent avec toi et qui t'entraînent même, sans donner de nom. Donc, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ma vie, c'est toujours comme ça. C'est quand on me dit, tu peux pas le faire ou tu seras pas capable de le faire. Eh bien, écoute, je suis très con pour ça et j'ai ce caractère de te prouver le contraire. Ça prend le temps que ça prend, mais j'y arrive en général. On arrive dans les années 2016, 2017, 2018, ce sont celles de la plénitude pour toi en termes sportifs. 2016 avec un premier titre en challenge européen avec le MHR. 2018, c'est une première puisque tu vas enchaîner des matchs avec le 15 de France. Ça paraît con Mm. à dire, mais c'est vrai. Tu vas jouer 4 matchs dans le tournoi, 2 dans la tournée d'été en Nouvelle-Zélande, 2 à l'automne. Et moi, j'ai envie de m'arrêter plutôt que sur le tournoi d'une génération, honnêtement, où les résultats étaient très compliqués. J'ai plus envie de m'arrêter sur la tournée chez les Blacks parce que, je sais pas, j'ai ce fantasme personnel de la Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu avais Ouais. ce rêve-là de jouer en Nouvelle-Zélande, d'aller à Dunedin, Wellington, euh, croiser le fer avec Ben Smith, avec Ioane, ou pas du tout et tu l'as pris comme un cadeau? Non, non, c'était un rêve ultime et je pense que tous les joueurs ont ce rêve ultime d'affronter les Blacks. Partout où tu passes dans le monde, les gens ils te parlent que des Blacks. Les All Blacks, ah les All Blacks, ah les All Blacks. Ils ont cette empreinte, ils ont marqué le rugby pendant des années et on te parle que d'eux. Et la première question que les gens me disent quand ils savent que je joue en équipe de France, ils me disent, ah t'as joué contre les Blacks? Tu vois, et moi c'était mon rêve, j'attendais que ça. J'ai pas eu la chance de le faire plus tôt. Mes pépins physiques avec la grosse concurrence qu'il y a à mon poste avec Yoann Huget, Marc Ambreux, Alexis Palisson, ou voilà, une fois que tu es en équipe de France et que tu enchaînes en club, il y a une continuité qui se met en place et toi, tu es obligé de bosser deux fois plus pour y revenir. Là, Jacques Brunel me laisse m'installer, je fais des bonnes performances en club. Pour moi, le game changer, ça a été Jack White et Vern Cotter. C'est les mecs, ils te connaissent, ils apprennent à te connaître, ils savent comment tu t'entraînes, ils savent comment t'es pro. Ils te laissent souffler quand il faut souffler. Les préparateurs physiques aussi, avec qui tu bosses, il y a un climat qui s'installe, de confiance, de travail, où tu as l'impression de bien travailler. Et puis, c'est aussi les années où je me remets à jouer au golf, où j'ai un exutoire pour un peu arrêter Viser de la tête. penser ouais, me vider la tête, arrêter de penser au co-rugby, parce que moi, je jouais juste pour mon club, mon maillot et jouer en équipe de France. C'était mes seules motivations. Je jouais pas pour l'argent, je jouais pas pour ça. C'était mes seules motivations et laisser une empreinte dans l'histoire du rugby français. Et ce game changer-là, ça fait la diff parce qu'on te laisse du temps pour récupérer, t'es en confiance, on te connaît. C'est pas que t'as plus rien à prouver, mais tu peux te concentrer sur tes matchs et montrer que tu es indiscutable et que tu arrives à enchaîner. Alors qu'on t'a chié dessus pendant les 10 années précédentes à dire oui, nanani, et les médias. euh, Moi, je te le dis, ça a jamais été mes copains, les médias, parce que je me suis toujours embrouillé avec eux parce que je leur disais, mais vous pouvez pas écrire des articles comme ça, vous savez pas ce que je fais au quotidien, vous savez pas ce qu'on fait. Et là, je parle au nom de tous les joueurs qui jouent au rugby, qui ont joué au rugby. Vous écrivez des choses qui affectent nos familles, nos contrats, nos vies, euh, et nous-mêmes. Alors qu'on fait des efforts pour revenir à 100% sur le terrain, on joue pas que les matchs. Il n'y a pas que les matchs. On s'entraîne, comme je disais tout à l'heure. On pousse des barres, on repousse sans cesse nos limites. On est en concurrence en permanence. On joue notre place tous les jours le matin. Tu te lèves, c'est concurrence partout. En muscu, en vidéo, d'investissement que tu mets sur le terrain, dans l'opposition, tatati, tatata. Et de voir qu'on écrit des choses sur toi comme ça, alors que les gens autour qui sont proches de toi te voient ce que tu mets en place, voient les investissements que tu fais. Tu prends un préparateur mental parce qu'on te bourre le crâne et on bourre le crâne aux gens
Et la seule image que tu laisses, c'est joueur tout le temps blessé parce qu'il y a il y a un connard dans l'équipe qui a encore écrit un article, hein, il est encore blessé. Alors que tu reprends les stats de toute ma carrière, j'ai joué plus de 300 matchs et je pense pas que ça soit dégueu sur les 14 années de haut niveau que j'ai fait, tu vois, voire même plus, tu vois. Et ça, quand j'ai fait les stats avec mon agent, et franchement, et tous les clubs de top 14, quand je me suis retrouvé au chômage, Il voyait, euh, il voyait un risque parce que tu avais voilà. cette étiquette. Mais encore une fois, pourquoi? Ils auraient repris les stats, ils m'auraient fait signer. Encore une fois, ça a été un bourrage de crâne que les journalistes ont fait et une image que les gens te créent qui n'est pas vraie. Et à chaque fois et ça, sur ça, je suis très tranquille maintenant. Parce que la première chose que les gens faisaient, et des fois font maintenant, quand ils me voient, ou à l'époque, ils faisaient, première question, c'était, ah, t'es pas blessé? Et moi, ça me rendait fou, je te jure. Encore une fois, je travaillais ma fierté. Je disais rien. Et quand j'entendais ça, je te dis, ça me foutait au fond du seau. Et j'avais qu'une envie, c'est le mec lui filer un coup de tranche, lui dire, bon, tu vas arrêter de m'emmerder avec tes questions là, je suis jamais blessé, je suis pas trop blessé, je suis pas plus blessé que quelqu'un d'autre. Donc fous-moi la paix, quoi. Et ça, c'est usant. C'est usant, c'est usant, c'est usant. Comme un média, de faire une mauvaise image d'un mec, tu vois, là, le dernier exemple que j'ai, c'est Oscar Giroud et Oradou, on les a salis. On les salit. On salit les mecs alors qu'ils sont innocents. Et moi, avec les médias et les réseaux sociaux, c'est ce qui me fait halluciner. Et il n'y a pas un article qui va prendre le dessus pour faire la lumière et dire, en fait, ils sont innocents. Et ça, moi, je trouve ça injuste. Le pouvoir qu'ont les journalistes de faire une image de quelqu'un, c'est fou. Et les gens vont rester que sur ça. Et voilà, encore une fois, les médias, c'est bien, mais je reviens sur le fait que on fait des efforts chez nous, les gens vivent pas avec nous, etc., etc. Ils voient pas ce qu'on fait comme sacrifice au quotidien Mm. quand tu es sportif. Et ça, c'est dur d'entendre certaines choses. Et voilà. Je pense aussi qu'il y a une vraie différence entre juger les performances parce que bah, les joueurs sont les premiers à savoir s'ils ont été bons ou pas bons. Et ça, bon, bah, tu peux Ouais, toujours admettre qu'il y a une vision du rugby qui fait que lui, il pense que ouais, c'est lui, il ça. pense que. Et puis après, il y a juger les hommes, juger ce qu'ils font, ce qu'ils sont, C'est Et sûr. ça, c'est très injuste. Et je partage une partie de ce que tu viens de dire sur le fait que la plupart du temps, moi j'ai fait ce métier-là, moi, de donner mon Ouais, avis et de pouvoir dire ah ben lui, machin truc, et puis tu te rends pas compte que tu peux être blessant, tu peux faire du mal, ouais, tu peux rentrer dans la tête c'est d'un type sûr. qui t'a rien demandé, hein, tu vois, lui il fait son C'est métier, hein. sûr. Et à l'inverse, les Bon, journalistes supportent aussi assez mal qu'on critique leur travail. ouais, c'est On parle ça. souvent de Tu vois, l'ego des sportifs, mais bon, on est mais pareil. le journaliste, il a encore plus d'ego que le joueur. Et ça, tu me Oh, l'enlèveras bon, pas parce que ça dépend des journalistes, mais bon, il y a aussi une concurrence. Il y a aussi une bien concurrence sûr. entre les journalistes. Ah bah oui, oui, totalement. Il faut il faut écrire des beaux articles pour avoir les articles en première page ou dans les premières pages, avoir une certaine plume, etc., etc. Comme les arbitres ont de la concurrence et qui doivent être sévères, etc. Il y a de la concurrence partout. Encore une fois, tu peux écrire un papier en ayant un avis positif ou négatif sur des prestations sans défoncer les mecs Ouais, bien sûr. sans les prendre comme un bouc émissaire. Je suis désolé, au bout d'un moment, c'est de l'acharnement. Tu te dois d'être neutre comme un arbitre quand t'écris un article. Voilà. Pour C'est de refermer. donner ton œil. Voilà. Ouais. Pardon. Non, non, toi, je t'en On prie, moi, dérive un peu sur. c'est ton podcast, hein. On va là où tu vas, tu vois. Moi, je suis l'intelligence situationnelle à la Pierre Villepreux, tu vois. Tu vois là, tac, tac, il n'y a pas de souci. Euh, pour refermer ton histoire tricolore, parce que cette année 2018 est à la fois celle où tu vas le plus jouer et c'est aussi la dernière année où tu vas évoluer avec le maillot de l'équipe de France. Ton dernier match, c'est une défaite surprise face aux Fidji, qui est paradoxalement un peu un symbole hein, quand même de cette génération tricolore qui aura fait des performances exceptionnelles et aussi des contre-performances inexplicables. Cette défaite face aux Fidji, Italie, Italie, Fidji. exactement, Voilà. c'est une Ah, génération malheureusement pour elle marquée par ces défaites-là. Qu'est-ce que tu te souviens de ce match?
C'est français, c'est ce que j'ai dit? Que te souviens-tu de... Ouais, ouais, bah, je me souviens de tout, t'inquiète pas. Toute ma carrière elle est dans ma tête. C'est vrai, t'as une Et c'est mémoire pour comme ça que ça, tu te rappelles de ah, tout? ouais, je me rappelle Ok. de tout. J'ai une mémoire, j'ai une grosse, grosse mémoire. Non, de ce match-là, écoute, oui, je m'en souviens comme si c'était hier. D'ailleurs, je l'ai jamais re-regardé parce que c'était une prestation, on avait été catastrophique. On ressortait d'une victoire contre l'Argentine de mémoire. On perd contre les Sud-Africains sur une mauvaise gestion alors qu'on doit gagner. Tu passes d'une tournée où On est tu dois réussi. Ouais. potentiellement faire un 3 sur 3 et derrière tu passes sur un sur 3. Non, ce match-là, collectivement, je n'ai pas senti qu'on était investi et on s'est fait casser la gueule tout simplement. Ils ont été plus agressifs que nous. Je me souviens sur le premier ballon, quand Radradra a pris le ballon et que ça a commencé à claquer, tout le monde s'est regardé. Ah putain, ça a piqué aujourd'hui. Je me souviens de ça, tout le monde s'était regardé et c'était un truc de fou. Bon, bref, et sur le terrain, je sais pas que c'est ma meilleure prestation, mais encore une fois, on en revient aux journalistes. J'ai été pris pour le bouc émissaire de la défaite de ce match-là. Et Je m'en pas du tout. ça m'a Franchement, profondément déçu parce que je pense pas avoir fait une mauvaise prestation et que voilà, on te retrouve des articles dans Rugbyarama ou même si t'as pas envie de les regarder, on te les envoie et on te chie clairement dessus. Et ça, je trouve pas ça cool, tu vois. Et ça a été un tournant et il faut trouver des têtes de Turcs, comme on dit, à défoncer. Et mais t'en fais partie parce que toi, t'es gentil, tu t'entends bien avec tout le monde, que t'es fun, t'as la banane et que tu sais que il y aura pas trop d'impact dans le groupe si jamais on te dégage. Tandis que si on dégage un capitaine ou un truc comme ça, ben, ça va faire un peu plus de bruit. Donc voilà, ce bilan que je dois faire de l'équipe de France sur ces, on peut dire 8 9 années, et un peu comme la Coupe du Monde des moins de 20 au Pays de Galles. On avait les meilleurs joueurs à chaque poste, doublé, triplé même. On n'a jamais pu rien faire euh, parce que voilà, peut-être, je sais pas, manque de chance, manque d'encadrement, des coachs peut-être pas assez offensifs vis-à-vis des mecs qui font des mauvaises prestats. le top 14 Voilà. ultra puissant qui fait que l'équipe de France a aussi beaucoup eu des cadres fatigués parce que Ouais, et mais ça les mecs aussi, ils jouaient 30 matchs par an. l'enchaînement, Ouais. les clubs, une mésentente entre la Ligue et la Fédé, peut-être aussi, pour pas trouver de terrain d'accord pour faire souffler les mecs. Après, encore une fois, c'est un sujet délicat. Tu joues pour ton club, c'est ton club qui te paye, mais on te prend pour aller jouer en sélection. Au bout Oui. d'un moment, je comprends les clubs, je comprends la Fédé. Au bout d'un moment, il faudrait que ça bouge aussi sur ces lignes-là, et c'est sans cesse la même chose. Quoique maintenant, on trouve quand même trouver des terrains d'entente. Je trouve que, tu vois, c'est bien huilé, il y a moins de conflits, tout le monde a rangé ses petits égos de côté, et qu'on arrive à avoir une équipe de France au top. Et voilà, on voit que Fabien fait du super boulot depuis il est à la tête. Pour moi, ça reste le meilleur tacticien et technicien que j'ai eu pendant toute ma carrière avec Verne Cotter. Les deux, c'était des bouchées. Ils te donnaient, au-delà de l'aspect stratégique, euh, ils te donnaient les cartes pour que tu sois le meilleur. Ils analysaient ton jeu, ils savaient comment tu jouais, ils te disaient fais ci, fais ça. Lui, il fait ci, fais ça. Tac, nous, on va faire ci, ça. Tac. Et tu vois, vraiment avec un truc. Et il fédérait, entraînait les joueurs dans ce truc et il donnait des responsabilités. Et ça, il n'y a pas beaucoup de coachs qui l'ont fait dans ma carrière. On en a connu plein. Ce que je remarque aussi, c'est que Et quelques compteurs, oui. ce que je remarque aussi, c'est que chose rare, tu as 4 sélectionneurs différents qui t'ont fait confiance ou qui ont essayé de t'installer, parfois de manière durable, parfois pour tester. Marc Lièvremont, Philippe Saint-André, Guy Novès, Jacques Brunel. Tous ont à un moment appelé Benjamin Fall et l'ont titularisé au moins une fois. Euh, c'est flatteur d'avoir su attirer le regard de tous les sélectionneurs passés par l'équipe de France en tant que joueur.
Ouais, ouais, c'est très flatteur. Ça veut dire que ben, ton niveau était pas si dégueu et que tu étais parmi l'élite de ce qui se fait de mieux en France et que on avait envie de te faire confiance. Donc après, je l'ai honoré, je l'ai un peu moins honoré. Avec mes blessures, ça a été intermittent et tout. Mais quand on te choisit pour défendre ce maillot, c'est toujours un honneur. Et puis tu te dis pourquoi moi et pas un autre. Mais au final, ce sur quoi ils jugent, c'est les prestations et aussi ce que tu apportes au groupe. Donc c'est très très flatteur d'avoir pu connaître ces quatre sélectionneurs sur les années où tu étais sélectionnable. C'est sûr que c'est pas que tu fais l'unanimité, mais que les mecs, Ça en dit long quand voilà, même. t'es par là, quoi, en toute humilité, encore une fois. C'est sûr que ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Il me reste trois questions. Une première, c'est sur la Allez. finale imperdable de 2018. Parce que 2018, c'est donc la dernière saison que tu vas disputer avec l'équipe de France, mais c'est aussi celle où tu es le plus proche de remporter le Brennus avec Montpellier. Cette finale face à Castres, vous la bordez en tant qu'ultra favori. Sincèrement, je pense que vous avez une cote à 1,02. Tout le monde vous voit champion. Je trouve qu'il y a un paradoxe avec cette équipe Montpellier-Rennes en plus, c'est que tout le monde vous voit champion et personne ne veut que vous soyez champion. Parce que Ouais, à part les Montpelliérains évidemment, mais je veux dire, vous avez réussi à vous attirer la défiance de l'intégralité du rugby français, parce que vous avez beaucoup de Sud-Africains, parce que vous avez un jeu très physique, parce que vous avez un président qui dérange à la tête de tout ça. Cette finale-là, est-ce que c'est un regret dans ta carrière? c'est un immense regret. C'est c'est le plus grand regret, je pense, de toute ma carrière, avec le fait de ne pas avoir joué de Coupe du Monde, d'en avoir raté trois potentiels. Qui domine la saison de la tête et des épaules. Il n'y avait pas de match. On avait une génération de bouchers. On cassait la gueule à tout le monde, comme on dit, dans le jargon. À domicile, toutes les équipes nous envoyaient les équipes C parce qu'ils savaient qu'on était C'est la imbattable à Sergi. Hmm. domicile. On foutait 50 points à domicile à tout le monde. Je crois qu'on avait fait le record de victoires et de bonus à la maison. À l'extérieur aussi, c'était limite le challenge qu'on s'était fixé, c'est aller gagner le plus de matchs à l'extérieur parce qu'à domicile, on était tellement fort que voilà, on se disait, c'est bon. Alors, on joue comme d'hab, ça va dérouler. On était plein de confiance, un peu trop confiant peut-être. Écoute, on fit 40 grains à Lyon en demi-finale. Là, tout le monde Ouais. se dit, c'est bon, c'est pour Montpellier cette année. Tout le monde nous détestait, comme tu le disais. On avait une génération, beaucoup de Sud-Africains, très peu de Gifs. Un président qui dérange parce que ben, forcément il a plus de moyens que tous les autres et qui met les moyens aussi pour être le meilleur et qui fait des sorties médiatiques assez lourdes. Voilà, mais après, on en a connu d'autres des comme ça et des présidents, Le voilà, même qui a été champion d'Europe plusieurs fois. exactement, sans donner de nom, avec tout le respect. Et j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces personnages. Parce que voilà, ils, ils défendent leur territoire et quand tu es chef d'entreprise comme eux et que tu investis et que tu as envie de performer, ben, tu te dois au bout d'un moment d'avoir du caractère. Et ces mecs-là, ils ont du caractère. Et c'est ce qui anime aussi un peu le côté rugby. Après, on n'aime pas, mais si c'était toujours plat, on se ferait un peu chier, quoi. Ouais. Bah, Donc voilà, j'ai toujours préféré un Patrick Sébastien, président de Brive, que sans donner de nom de président anonyme, de gentil club sympathique, tu vois. Moi, ça me fait rire, c'est les sûr. zinzins, ça me fait rigoler. C'est ça, Et c'est puis, c'est sûr. leur argent, ils font ce qu'ils veulent, tant qu'ils sont respectueux des gens. Exactement, c'est leur kiff. Voilà, C'est moi, ça leur me fait kiff, c'est rire. leur plaisir. Et puis ils font tourner une économie quand tu regardes. Et ils Ben, payent les joueurs, hein. tout le monde y gagne, hein. Et pas Les que les joueurs, joueurs, comme les gens qui bossent dans les bureaux, comme bien les sûr. supporters, les soirées qui sont organisées, etc., etc. Bon, ça, on peut en parler pendant des heures. C'est une autre partie. Cette année-là, ouais, c'est une grosse déception. Ben, en finale, je sais pas si on arrive trop confiant ou quoi, mais la semaine, on la prépare comme d'habitude. Et puis, ben, les castrés, qu'est-ce que tu veux, ils ont l'habitude de ces rendez-vous-là. Ils jouent
la position de petit poussé, ils ont rien à perdre et on se fait casser la gueule en finale. Il est beaucoup plus agressif que nous. On a tous fait une faute dans le match à un moment crucial et puis quand t'as un buteur comme Urda Pieta, ben, ça pardonne pas et puis voilà, on passe à côté, on passe à côté. Je suis sûr qu'on la rejoue 9 fois sur 10, celle-là, on la gagne. Mais malheureusement, la finale, c'est du one shot. Voilà, terminé. Par chance, il la gagne 4 ans après, donc ça, c'est plutôt positif. Et le scénario, c'était inversé. J'étais dans les Ouais. tribunes et je me dis, putain, c'est le scénario inverse de nous, notre finale. Donc voilà, après, t'es pas sur le terrain, t'es parti, t'es au chômage, t'es parti du club et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais écoute, ce qui est fait est fait. On peut pas le refaire. Écoute, j'ai zéro regret pendant ma carrière. J'ai fait ce que j'avais à faire et je pense que les échecs m'ont plus formé que tout ce que j'ai pu réussir. Et dans mon deuxième chapitre de vie, ça m'aide 100 fois plus. Il me reste 2 questions. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de Benjamin Fall, le joueur de rugby? Euh, que j'ai jamais triché, que je me suis toujours investi dans tous les clubs où j'ai été, que j'ai toujours, je pense, laissé une bonne image. Le mec souriant, accessible, disponible, investi. Et voilà, une image positive dans mon sport, dans tous les clubs, dans tous les endroits dans lesquels je suis passé. Voilà. Peut-être pas le joueur exceptionnel, mais voilà, le mec fun et avec des valeurs. Au final, Benjamin, tu as passé 14 saisons professionnelles, 14 sélections en équipe de France, des finales, un titre. Le tout en ayant découvert le rugby à seulement 16 ans. Titulaire partout où tu es passé, considéré comme l'un des plus grands athlètes de ta génération. C'est quelque chose qu'on n'a pas assez mis en avant dans cette interview et je m'en excuse, mais qualités physiques de vitesse ont été unanimement reconnues partout où tu es passé. La question est donc toute simple, est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli? Ouais, comme je disais, fier de ce que j'ai fait. Zéro regret. C'est sûr on peut toujours mieux faire. Sur ça, je suis un éternel insatisfait. Tu vois, je suis pas aigri, mais je suis insatisfait par rapport à moi. Mais je suis aussi dur. Je suis aussi dur avec moi qu'avec mes clients maintenant dans mon nouveau métier de coach sportif et de préparateur physique. On est des compétiteurs, on cherche l'excellence. Forcément, on se met un peu en danger par moment, mais ça part d'un bon sentiment. Et je suis très fier de ce que j'ai fait jusqu'à présent, de mon investissement, de tout ça. Et c'est ce qui m'aide maintenant à vouloir transmettre ça à mes clients, aux gens que je rencontre, aux jeunes qui me demandent comment on fait pour devenir pro, comment on fait pour devenir bon, qu'est-ce qu'il faut faire, tatati, tatata. Voilà, j'ai ce rôle un peu de conseiller, de transmission, et c'est la suite logique. Tout ce qu'on t'a appris et tout ce que tu as appris, tu te dois de le transmettre. Et ça, c'est le plus important. Voilà, c'était Benjamin Fall dans Rugby Brut. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. Et puis surtout, à pas juger trop vite un livre uniquement à sa couverture. Moi, j'ai trouvé ça passionnant et j'ai trouvé que Benjamin était d'une honnêteté désarmante. Même si je crois qu'il y a encore 2-3 trucs à régler. Notamment avec les journalistes. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous répète toujours les mêmes consignes. Si vous l'avez aimé, likez-le. Ça me peut changer beaucoup de choses pour moi. N'hésitez pas à le partager. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rugby Brut, le podcast de Legendary Plays.